Nous sommes ici devant un hortensia que vous connaissez sûrement. Il s'agit de l'hortensia que nous avions taillé au printemps. Donc nous allons voir aujourd'hui son évolution et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au mois d'août. Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons ici devant l'hortensia. Donc on peut voir qu'il a super bien réagi à la taille de printemps. Donc je le rappelle, nous avions fait une taille drastique dans le sens où on avait laissé principalement les tiges simples. On avait beaucoup rabattu les tiges qui avaient porté des fleurs et on peut voir qu'il a bien fleuri. Ici la saison touche à sa fin. Donc ici maintenant les fleurs sont en train de sécher. On peut avoir des belles couleurs aussi quand les fleurs sont finies. Mais ici on est au mois d'août et donc la meilleure chose à faire durant le mois d'août c'est le bouturer. Donc généralement on le bouture entre le milieu du mois d'août jusqu'à fin septembre et on fait une bouture donc semi-ligneuse, donc des tiges qui vont former du bois. Et alors on peut la faire aussi à bois sec. Ça se situe plus en hiver, mais ça je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait en hiver sur la bouture de spirée. C'était une bouture à bois sec, comme ça vous aurez l'idée. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher et on va voir comment prélever notre bouture. Donc ici on a à nouveau type de plantes, enfin de pousses. Nous avons les tiges qui comportent les fleurs et nous avons les tiges qui comportent des feuilles simples. Et qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine ici au bout? Les futures fleurs. Donc qu'est-ce qu'on va devoir prélever? On va se concentrer surtout sur les tiges qui n'ont pas encore fleuri. Les tiges qui sont bien vigoureuses, bien droites et qui ne font qu'une seule tige. Par contre, celle-ci, on peut voir, elle part sur plusieurs pieds. Donc ça va être plus compliqué à la bouturer. Pourquoi? Parce que ça va être des boutures qui vont être plus petites et les branches sont très fines. Ce qui fait que la plante va être très faible et la reprise sera moindre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prélever une tige qui est quand même assez résistante, assez costaud, qui est bien large. Pourquoi? C'est elle qui a le plus d'énergie, l'énergie est plus concentrée et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une bouture de qualité. Et ça, c'est pas forcément pour l'hortensia, mais c'est pour toutes les plantes en règle générale. Privilégiez les plus grosses tiges par rapport aux plus petites, comme ici. Pourquoi? Vous aurez une meilleure reprise. Donc pour prélever, c'est très simple. Nous allons prendre un rameau, donc comme celui-ci, et on va prélever une bouture de 35 cm, 30-35 plus ou moins. Et je le rappelle, nous allons toujours prélever pour penser à la repousse d'abord de la plante. Donc nous allons prélever au-dessus d'un bourgeon pour que le bourgeon puisse repartir et ensuite nous préparerons notre bouture. Donc on va prendre 2-3 boutures et on se retrouve juste après pour la suite des opérations. Donc ici maintenant que nous avons prélevé les fameuses boutures, nous allons pouvoir les préparer. Je tiens à préciser, encore une fois, bien désinfecter le sécateur avec de l'alcool à 90 degrés avant utilisation et après utilisation pour éviter la transmission de maladies et parasites. Donc ici nous avons des boutures qui sont quand même assez grandes. Donc on peut voir qu'on a une longue tige et là il y avait le nœud que j'ai prélevé pour pouvoir garder la bonne croissance de la plante mère. Ici donc nous nous retrouvons avec une tige sans intérêt sur laquelle il ne se développera pas de racines. Si on la laisse telle quelle, cette partie-ci va pourrir. Donc il va falloir couper en dessous d'un œil comme celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre notre sécateur avec toujours, je rappelle, la contre-lame côté déchet. Donc nous allons nous mettre comme ceci. On compte plus ou moins un demi-centimètre en dessous du nœud. On coupe à plat et après maintenant nous allons donc supprimer les feuilles. Ça peut prendre un peu de temps. Nous allons encore en enlever quelques-unes. Alors comme ce sont des grandes feuilles, il ne faut pas hésiter à couper beaucoup de feuilles. Ici on va essayer de faire 2 boutures avec une seule. Donc on va couper au-dessus d'un autre bourgeon. On va garder 2 feuilles que nous allons couper en 2 pour éviter l'évapotranspiration. Et voilà, notre bouture est maintenant prête. Je vais juste enlever les 2 petits bourgeons ici. Voilà. Donc maintenant nous allons préparer les autres.
Donc ici je fais une petite pause pour vous expliquer comment faire pour couper la feuille en une fois. On a pu le constater, quand je coupe avec le sécateur les feuilles en deux, la feuille n'est pas coupée complètement. Et ça c'est très dangereux parce que ça peut abîmer les tissus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand la feuille est trop large? Vous prenez, par rapport à la nervure, vous pliez en deux, comme si vous pliez en deux une feuille de papier. Et avec votre sécateur, à ce moment-là, vous recoupez. Et à ce moment-là, elle est faite en une fois. Donc ça c'est la petite astuce pour justement les feuilles très larges. Vous les repliez et vous les coupez de moitié et vous avez une bouture propre et nette. Donc ici maintenant nous avons fini de préparer nos boutures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons des boutures plus grosses et nous avons des boutures plus petites. Ça c'est une façon de bouturer qui est différente à partir du même pied. Donc ça c'est une bouture de tronçon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tête, la tête elle est ici. Donc c'est un tronçon. Et alors on va compter sur les deux bourgeons ici ou ceux qui sont en dormance en bas pour repercer. Par contre ici nous avons une bouture de tête avec la dominance apicale qui est ici. Et donc nous allons avoir un bourgeon principal qui va prendre toute l'énergie. Alors ici bien sûr on peut voir que les boutures sont plus fines. Donc je les ai fait plus petites. Ici les boutures sont plus grandes, la tige est beaucoup plus grosse, l'énergie est beaucoup plus riche que celle-ci. Donc maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les mettre dans deux contenants différents. Les plus grandes, nous allons les mettre dans ce pot et les plus petites, nous allons les mettre dans des alvéoles. Les alvéoles vont être plus petites, elles vont garder mieux la chaleur et donc la partie ici va être plus favorable au développement racinaire. Il faudra juste faire attention que comme c'est des plus petits contenants, il y aura plus de chances d'arroser que celle-ci. Donc on va déjà préparer les grandes. Donc j'ai préparé du terreau semi-bouturage. Je rappelle, c'est un terreau adapté au bouturage. Pourquoi? Parce que il est pauvre en matière nutritive, ce qui fait qu'on oblige la plante à former ses racines pour aller chercher la nourriture qui n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de bonnes boutures avec une bonne reprise. Donc on remplit bien, on soulève, on laisse tomber pour tasser notre substrat, et on vient mettre nos boutures par 3. Comme ça nous aurons déjà une potée plus fournie à la base. Et en même temps, s'il y en a une qui meurt, il y en a toujours deux autres ou une autre de réserve. On essaye de les disposer de façon à ce que les feuilles ne se concurrencent pas. Voilà, donc ici nous avons fait les grosses boutures. Nous allons ensuite arroser, c'est très important. Mais avant ça, nous allons nous occuper des petites. Donc voilà, les boutures sont maintenant mises en place dans leur contenant. Nous avons arrosé. Je rappelle, il faut que l'eau passe par en dessous, absolument, pour que la motte soit bien humide et que les boutures soient directement en contact avec l'eau, qu'elles puissent prendre ce qu'elles ont besoin. Avec les boutures de tronçon, nous n'aurons pas le problème des tiges qui s'affaissent. Par contre, les boutures de tête sont encore un peu herbassées et donc elles risquent de retomber sur le côté et donc de se coucher. Ça peut être un problème, pourquoi? Parce que la sève va diminuer et donc on risque de perdre la tête. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un petit tuteur pour les redresser, ce qui va permettre de garder la sève bien droite et ça va permettre d'avoir une reprise meilleure. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons les mettre en condition de reprise. On a deux solutions qui s'offrent à nous. La première, on les laisse dehors, mais en pleine ombre. Donc ça veut dire qu'on va les placer à un endroit où il y a très peu de soleil, ou en tout cas le soleil du matin, et surtout pas l'après-midi. Parce qu'il faut rappeler que c'est une plante à la base qui est à la base donc à l'ombre ou en semi-ombragé. Il ne faut jamais l'exposer en plein soleil.
selon les variétés. Donc ici nous allons les placer à l'ombre, donc en dessous d'un arbre, en dessous d'une table, quelque part où il y aura la lumière faible. Et alors à ce moment-là vous arrosez régulièrement de telle façon à ce que la motte soit humide, mais pas trop pour éviter le pourrissement de la bouture. Ensuite la deuxième solution c'est laquelle? Vous allez les placer en serre froide, donc la serre en verre ou la serre tunnel. À ce moment-là vous pouvez les mettre au soleil parce que la vitre et le plastique vont filtrer une partie de la lumière, donc ça va être moins fort que dehors. Et le mieux, si vous voulez être sûr, vous la mettez en dessous d'une tablette ou alors dans le coin ombragé de votre serre. Et alors là, il faudra s'armer de patience parce que les boutures vont rester dans leur contenant jusqu'au printemps prochain. Et les racines vont seulement apparaître en hiver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le cal cicatriciel va se former au niveau de la plaie qu'on a faite dans le sol, aussi bien les grosses que les petites. Après, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont perdre leurs feuilles parce que ce sont des arbres caducs, donc ils vont perdre leurs feuilles, mais les bourgeons vont rester. Et ça, c'est un signe de bonne reprise. Il ne faut surtout pas bouger, il faut le laisser tranquille. En hiver, vous arrosez régulièrement sans trop arroser parce qu'en hiver, comme il fait humide et frais, la plante consomme moins d'eau que maintenant. Et au printemps, s'il repousse, la bouture est réussie et à ce moment-là, vous pouvez commencer à regarder s'il y a des racines par en dessous. Donc voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu. Maintenant, nous allons aller dans la serre parce que je pense qu'on est nombreux à avoir eu des problèmes avec nos tomates concernant le mildiou. Je vais vous montrer notre serre, qu'est-ce qu'il en est devenu. Donc ici, nous sommes dans la serre tunnel. Cette année-ci, c'est vrai que je ne l'avais pas encore montré, mais voilà le spectacle désolant que nous offrent les tomates. Donc vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des photos où l'on voit que le mildiou a fait des ravages. Donc ça consiste en quoi? Le mildiou il apparaît surtout quand il fait très humide avec des températures comprises entre 15 et 25 degrés et avec un fort taux d'humidité, et donc ça fait apparaître ce champignon qui est très dangereux au niveau des tomates. Pourquoi? Parce qu'il se propage très rapidement. En 2 jours on peut perdre tout, comme beaucoup l'ont eu. J'ai été atteint aussi, donc je n'ai pas été à part des autres, j'ai eu aussi. Et cette serre-ci a plus ou moins bien tenu. Par contre, la serre en verre, je vous montrerai en image, il n'y a plus rien. Donc j'ai dû tout enlever, mais c'est pas grave, on va remettre des légumes à la place. Et dans cette serre-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient atteintes, j'ai coupé toutes les têtes et j'ai fait en sorte de garder que les fruits sains pour pouvoir au moins avoir quelques tomates et du moins pour récupérer au moins quelques graines. Donc le mildiou, ça consiste en quoi? Ce sont des taches brunes qui apparaissent généralement d'abord sur les feuilles, qui ensuite s'attaquent aux tiges des feuilles, et ensuite, troisième point, et ça à partir de là c'est le point de non-retour, c'est les tiges principales qui sont atteintes, et là le mieux c'est de tout arracher parce que la plante peut le propager dans les fruits. Et donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose à faire c'est arracher. Et alors, avant l'hiver, qu'est-ce que vous faites? Avec de la prêle séchée, que vous faites maintenant, vous faites sécher un maximum de prêle, vous la décomposez, vous la faites sécher, vous la broyez pour avoir quelque chose de très fin, comme un mulching, et vous étendez ça sur la surface où ce que vous voulez mettre vos tomates, vous retournez, et alors la prêle va se décomposer dans le sol et va faire un fongicide puissant contre le champignon qui se trouve aussi dans le sol. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte. Au revoir.